Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Est-ce qu'on retiendra de cet épisode de négociation que la Chine est devenue la puissance numéro 1, que la Chine est plus forte que les États-Unis? Je pense qu'on n'a pas le son. J'avais cru comprendre ça dans les salutations, mais on va essayer de rétablir le son avec l'ami Stéphane. Ouais, parce que c'est vraiment une question qui se pose en voyant... Il y a eu plusieurs même caricaturistes là, qui ont monté Trump mettant un genou à terre. Mais on a bien senti cette semaine que, d'ailleurs, ça a été très bon pour les marchés boursiers, on en parlait plus tôt, mais on a bien senti cette semaine que Donald Trump voulait finalement régler avec la Chine. Puis la fameuse question, qui va bouger le premier? Tu sais, c'est un peu... on joue à chicken, là, c'est niaiseux, mais c'est quand même à la plus haute échelle des puissances du monde, c'est quand même ça qui se passait. Et on a quand même eu l'impression que c'est les États-Unis, finalement, qui ont senti le besoin de bouger en premier. Oui, bon que la communication est rétablie. Stéphane, est-ce que la Chine est plus forte que les États-Unis? Est-ce que c'est ce qui a été prouvé? Chose certaine, les Chinois ont peut-être les moyens d'attendre, ont peut-être aussi une marge fiscale que les États-Unis n'ont pas, puis il n'y a pas d'élection de mi-mandat en Chine dans 18 mois, contrairement à M. Trump. À la question que tu posais, parce que je t'entendais, même si tu ne m'entendais pas, est-ce que les Américains auraient blinké, auraient scellé avant les Chinois? C'est ce qu'on commence à comprendre, en fait. Et le scénario qui circule depuis quelques jours, officieusement, c'est que depuis peut-être une semaine et même avant, le président Trump aurait essayé de rejoindre le président chinois, son vis-à-vis chinois, Xi Jinping, qui, lui, ne répond pas. Et hier, il y avait un point de presse au cours duquel le président a dit une question qui lui a été posée, le président américain. Est-ce que ça avance, les négociations? Parce que depuis quelques jours, on a changé de ton. M. Trump parlait d'être gentil avec les Chinois. Est-ce que ça avance? Il dit oui. Ils sont en train de se rencontrer, les émissaires. On demande, est-ce que vous pouvez préciser, M. le Président, à quel niveau, qui rencontre qui? Puis, c'est ils se rencontrent et se parlent, il a refusé de préciser. Il était le porte-parole du ministère chinois du Commerce qui dit il n'y a absolument aucun contact entre les Américains et les Chinois et nous ne bougerons pas tant et aussi longtemps que nous ne serons pas revenus à une position de départ qui est plus claire. Donc, on n'aura pas désescaladé, pardonne le mot, le néologisme, que la désescalade ne sera pas amorcée. Donc, pour les Chinois, il n'est pas question de commencer à négocier sur des promesses ou sur des intentions mal définies. Ils exigent qu'il y ait un représentant officiel de l'administration désigné pour mener ces négociations. Donc, on est extrêmement loin de ce qui, du côté de Washington, semblait acquis depuis quelques jours, c'est-à-dire qu'il y avait un assouplissement, il y avait des conversations informelles, sinon plus structurées qui avaient lieu. Ça serait pas du tout le cas. Donc, au jeu de chicken, qui aurait le premier choisi de donner un coup de volant? Apparemment, encore une fois, il faudra être très attention dans de pareilles circonstances, mais ça serait les Américains qui étaient prêts à engager la conversation au plus haut sommet avec le président. Et Xi Jinping qui fait dire que lui est toujours prêt à foncer pour la raison, encore une fois, simple, qu'il y a une marge que peut-être le président Trump, en ce moment, n'a plus. Il y a une marge, il y a certainement une marge politique du côté de la Chine, parce que quand t'as pas à faire face à l'opinion publique, disons que ça te donne une certaine marge de manœuvre quand t'es tout puissant au niveau politique. Et là où il y a moins de marge pour la Chine, c'est au niveau économique, parce que, je veux dire, la Chine était une puissance dont on admirait la croissance, là, durant début des années 90, début 2000, durant des décennies. C'est plus tough depuis 4-5 ans, la crise immobilière. La Chine n'a plus la facilité ou la croissance économique espérée. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre une longue période de tension comme ça avec les États-Unis? Ça dépend comment on définit longue période. Je pense que pour l'instant, d'ailleurs, on devrait l'apprendre très rapidement parce que le Politburo, qui est l'organe supérieur du Parti communiste, se réunit en avril et en général, on parle de questions économiques. À terme, c'est évident que les Chinois vont annoncer des mesures pour compenser les entreprises
qui vont faire les frais de ces nouveaux tarifs douaniers. Les Chinois, d'ailleurs, parce qu'il y avait probablement un peu de pression sur l'inflation, ont réduit ou éliminé certains des droits douaniers qu'ils imposaient à des produits américains, mais qui sont essentiels et irremplaçables. On pense entre autres à des engrais, justement parce que ça avait un impact. Donc, comme les Américains l'avaient fait sur les composantes des téléphones et des ordinateurs que nous utilisons, se rendant compte que c'était suicidaire, les Chinois viennent dans les 24-48 dernières heures de faire la même chose. Alors, à ta question, encore une fois, est-ce que ça peut être long? Je pense que ça dépend comment on définit long, mais la capacité qu'auraient les Chinois de compenser, d'injecter ce qu'il faut de liquidité pour faire en sorte qu'on soit capable de soutenir cette bataille où, à un moment donné, ils devront faire quelque chose. Sinon, ça va être terriblement destructeur pour les deux économies. Ce qu'on sait, ça avait été annoncé, mais là, on en voit les conséquences plus directes, c'est que les Chinois ont un gros levier, qui est les fameuses terres rares, minéraux critiques, terres qui sont beaucoup moins rares, qu'elles sont cochonnes à raffiner. Il n'y a pas beaucoup de capacité de raffinement dans le monde. 90% de ces terres rares sont pour l'essentiel raffinées en Chine, pour les mêmes raisons qui font que de la marge de manœuvre au plus haut sommet, parce qu'il n'y a pas d'opposition quand tu décides de construire un trou, d'exploiter des terres rares et de laisser un désastre derrière toi, désastre écologique. En Chine, c'est plus facile à faire que si tu veux le faire en banlieue de Montréal ou de Détroit. Donc, évidemment, les Chinois ont cette espèce d'extraordinaire puissant levier qu'ils exercent. Ils ont fermé le robinet sur les exportations de ces terres rares et métaux critiques, en disant, en ce moment, surtout pour les Américains, parce que le premier à avoir agité le drapeau, c'est Tesla et Elon Musk qui, comme on le disait hier, retournent aussi, comme par hasard, s'occuper de ces affaires. Et ça a un impact parce que c'est tout ce qui demande tout ce qui est lié, à la construction automobile électrique, mais aussi pour toutes sortes de technologies liées à la transition énergétique, ça prend des aimants. Et pour les produire, ces aimants, ça prend entre autres de ces terres rares. Et là, les Américains sont dans une position de dépendance extrême, mais pas juste les Américains, les Canadiens, les Européens. Et c'est probablement pour ça que M. Trump était si demandeur pour une entente avec les Ukrainiens, même si du jour au lendemain, on ne peut pas nécessairement raffiner. C'était d'assurer sur un horizon moyen et long terme d'avoir accès à la ressource, à la matière première et la capacité de production, de raffinage. Les Américains sont en train de la mettre en place. Ça va prendre des années. Ouais. Mais cette entente sur les minéraux critiques avec l'Ukraine, là, il me semble que ça fait des semaines qu'on est à une journée de la signer. On n'entend pas parler. Ça devait être hier. Ça a été la semaine dernière confirmé. Ukrainiens et Américains ont signé le fameux mémorandum qui balisait la voie vers la signature. Et hier, zéro, pas un mot, rien. Parce que, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas d'appétit délirant du côté des Ukrainiens qui résistent à l'entente de paix qu'on essaie de leur faire avaler. Et la Maison-Blanche n'a pas dit un mot là-dessus non plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Peut-être qu'au cours des prochaines 24 heures, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Parce qu'il y a un rendez-vous planétaire demain matin. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que des choses vont se régler autour de la tombe du pape François? C'est évident qu'il va y avoir du monde à la messe demain matin. On dit que l'Église est une institution moribonde, mais ça va probablement être le plus gros aéropage de chefs d'État, chefs de gouvernement qu'on ait vu assembler depuis très, très longtemps. Au Québec, il y a un siècle, on réglait tout sur le perron de l'Église. Le conseil municipal, les citoyens, la consultation populaire, c'était tout le perron de l'Église où on réglait les choses. Bien vu, Mario. Alors, est-ce que ça sera sur le perron de l'Église ou dans des alcôves qui seront aménagées? Je pense qu'il n'y a pas de hasard si M. Trump est là. Il y a probablement des velléités de faire pression sur le conclave qui va bientôt se réunir. Il y a certainement un candidat favori américain qui pourrait être le cardinal Berkey. Je pense qu'il n'y a absolument aucune chance d'être élu. Mais Trump a un chien dans la course ou un cheval dans la course et il va vouloir s'assurer de faire un peu de campagne. Mais au-delà de ça, c'est une occasion de voir officiellement ou officieusement le président Zelensky, ses interlocuteurs. On arrive au terme de la limite qui s'était fixée, une centaine de jours pour une entente sur la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il faudra peut-être parler aussi de son deal sur les terres rares et les minéraux critiques. C'est évident que ça va être autre chose, ou plus que des obsèques demain matin. Tous les acteurs clés vont être là. Le président Macron,
Les Anglais seront présents et je pense qu'il va y avoir autant d'actions en marge que lors de la cérémonie officielle, ne serait-ce que parce que on arrive au bout des échéances. Et je reviens sur la pression que font les Chinois. Ça va avoir un impact très rapidement sur les productions de plein d'industries clés. Et les Chinois, certainement, ne fermeront pas pour toujours les portes, mais ils savent que c'est évidemment un argument massu et il n'y aura pas de solution, même si on s'entend avec les Ukrainiens demain matin. Stéphane, je note au passage, avec déception, que tu as fait le tour des grands de ce monde qui vont être là, qui vont discuter des plus hauts, des plus gros enjeux, et que tu as oublié notre gouverneur général, Mary Simon. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Mais c'est essentiel, parce que je pense qu'il n'y avait pas de cérémonie officielle si le gouverneur général n'était pas là. On aura compris que le premier ministre, lui, avait d'autres choses à faire, finir, par exemple, sa campagne électorale. Salut, merci.